pas de diapo de présentation. Donc bonjour à toutes et tous. Alors Viticoncept, donc moi je suis le dirigeant de l'entreprise, c'est un cabinet de conseil et d'expertise. Alors, donc je disais que c'était un cabinet de conseil en viticulture. C'est du sabotage, ça, non? Bon. On est présent sur les 3 départements. Notre activité va de la création du vignoble jusqu'à la vendange, principalement en Champagne. On est présent aussi en Bourgogne et puis en Côte de Toul, Côte de Meuse. Et puis depuis 2006, je conseille dans une dizaine de pays en Europe et puis en Amérique du Sud. J'ai une équipe de 9 ingénieurs œnologues. On conseille à peu près 250 domaines en Champagne, une dizaine de coopératives et une quinzaine de maisons de champagne. Donc M. Ménard m'a demandé de vous faire, on va faire rapidement un état des lieux de 2019. Peut-être éloigner légèrement le micro. Le conseil de communication serait mieux de... Non, mais moi je vais faire autrement. C'est aussi bien son micro. Attends, il marche très bien. Oui, il coupe. Ouais, bon. Alors je vais m'éloigner alors. Parce qu'en général, il faut... Je vais faire rapidement un bilan sanitaire et j'ai rajouté une initiative personnelle. On a de plus en plus de questions tous les jours sur la ZNT riverain. Donc on va ouvrir une parenthèse de quelques secondes sur cette ZNT riverain. Alors, une vendange 2019, j'ai envie de dire inespérée, parce que si on se rappelle un petit peu, on a quand même vécu 3 épisodes un peu compliqués. La première partie jusqu'à la fleur, eh bien écoutez, on s'est fait peur un peu au niveau mildiou. On a quand même été pas mal arrosé au mois de mai. Ensuite, dans la foulée, et notamment dans les chardonnays, il y a eu aussi une petite frayeur au niveau oïdium. Et puis, on a eu aussi quelque chose qui est moins connu pour nous les nordistes, c'est 2 périodes d'échaudage importantes, fin juin et fin juillet. Bon, malgré tout, ça s'est plutôt bien passé, un état sanitaire parfait à la vendange. À la limite, on peut, si on veut être un petit peu moqueur, la chaleur et l'échaudage nous a permis de tempérer les rendements. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, une bonne maturité avec une acidité modérée. J'en parlerai pas trop, mais c'est vrai que par rapport à 2018, on a quand même sorti des raisins et des mous de plus belle qualité. Et j'ai trouvé même la Champagne assez pro de ce côté-là, où il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu au niveau physiologique, pendant une période de la phase de maturité, un décalage entre la maturité technologique et la maturité aromatique. Où si vous n'attendiez pas un certain stade de degré, vous n'arriviez pas à avoir cette maturité aromatique. Et je vous ai trouvé plutôt assez raisonnable, en règle générale, où vous avez quand même bien attendu cette maturité aromatique. Alors il est vrai que derrière, il n'y avait rien qui nous poussait à la roue, hein, il faisait beau, l'état sanitaire était excellent, donc ça s'est plutôt bien passé. Alors, pour faire vite et simple, maladeur et ravageur en 2019. Au niveau du gel, on a eu 3 épisodes de gel qui ont abouti à peu près à 1000 hectares détruits, hein, d'après les chiffres du CIVC. La grêle, ça a été essentiellement sur la vallée de la Marne, où nous avons eu à peu près 850 hectares de touchés, ramenés à 250 hectares à 100% détruits. Manche-bourgeon, écoutez, c'est classique, hein, vous avez, ça a au moins l'avantage, le manche-bourgeon, c'est que c'est toujours les mêmes parcelles, souvent. Moi j'ai tendance à le traiter par mépris au niveau des noirs, des meuniers et des noirs. Par contre, j'ai tendance à être beaucoup plus rigoureux sur le chardonnay, étant donné que le bourgeon secondaire ne remonte pas. Donc il faut être vigilant, parce que sur un bon grignotage de manche-bourgeon, sur des chardonnays, vous le voyez quand même passer, quoi. Pyrale, elle est présente, surtout sur des secteurs. Hein. Nous, on fait partie des cabinets où on est assez attentif encore sur ce ravageur secondaire. Et malgré tout, alors on a 1250 parcelles en suivi. Quand on a traité sur 10 parcelles, c'est tout le bout du monde, mais malgré tout, il faut quand même être vigilant. Et on a des parcelles sur Ille-la-Montagne, pardon,
sur Verzy, Verzenay, hein, sur la grande montagne de Reims, et quelques parcelles dans le Vitria, où il faut être attentif, mais en règle générale, ça se passe plutôt pas trop mal. Les vers de gras, ça s'est bien passé, de toute façon, on a maintenant 1 hectare sur 2, quasiment en confusion sexuelle, puis ils ont eu chaud aux oreilles, hein, donc il y a eu début de vol, mais ça n'a rien donné, il n'y a pas eu de souci. La flavescence dorée, donc ça, bah oui, c'est un peu la grande, entre guillemets, nouveauté en termes d'importance, c'est que on a de plus en plus, c'est vrai, de prospection de phytoplasme et de flavescence dorée, et on a donc 6 nouveaux cas en 2019. Décidément. Ça va mieux là? Donc 6 nouveaux cas en 2019 sur la Marne et l'Aube. Mildiou, eh ben vous verrez, c'est un peu un copier-coller avec 2018, si on se rappelle bien, hein, je vous ai dit, on a fait aller 70% du programme de traitement en un mois, hein, sur le mois de mai, on va dire, et jusqu'à la mi-juin, comme 2018, et on a été sauvé au moment de la floraison, tout bonnement par les arrêts de pluie, et heureusement, parce qu'il y avait quand même des coins où c'était, comme je dis toujours vulgairement, chaud patate, et que si la pluie s'était pas arrêtée, ben on se tapait à la fois le mildiou et l'oïdium. L'oïdium, une pression forte, précoce, mais globalement plutôt bien maîtrisée sur la fin, et pourriture grise ou acide absente. Alors, un début de campagne pluvieux, rappelez-vous, débourrement moyen le 12 avril, on a eu la maturité des œufs d'hiver de mildiou le 29 avril, les premières pluies contaminatrices ont été dans la foulée le 2 mai, mais étant donné qu'on a eu un mois de mai plutôt frisquet, on a eu les incubations qui ont été beaucoup plus longues, et en fin de compte, les premières tâches n'apparaissent que le 23 mai. Bon, vous verrez après que l'avantage d'avoir un temps frais et une pousse ralentie, ça nous a permis d'un point de vue carentiel de plutôt pas trop mal s'en passer. On a dans certains coins, on a eu jusqu'à 15 pluies contaminatrices en 50 jours, hein, donc vous voyez que c'était souvent les uns derrière les autres, dans certains secteurs, avec de temps en temps jamais plus de 6 jours de répit. Donc il fallait pouvoir passer. Bon, heureusement, la fraîcheur ralentit la pousse et retarde le mildiou jusqu'à début juin. Floraison autour du 18-19 juin. Les contaminations constatées à ce stade au moment de la fleur sur notre réseau, au niveau donc de la fréquence, sur la présence sur feuille et sur grappe, par rapport à 2018, c'était moins important en 2019. Vous voyez, sur feuille, en 2019, on avait une parcelle sur 2 qui était touchée en mildiou, alors que c'était beaucoup plus en 2018. Et sur grappe, on n'avait que 2% des parcelles qui avaient une présence en fréquence sur grappe. Après la fleur, dès que ça s'est calmé, ben ensuite ça a été beaucoup plus zen, puisque grosso modo, suivant les différentes stations météo, nous avons eu seulement que 3 épisodes pluvieux de contaminateurs entre le 21 juin et la véraison, permettant de positionner traitement sans peine. Je rappelle qu'une pluie contaminatrice, pour qu'on soit contaminant, il faut qu'on ait une pluie supérieure à 2 mm et puis une température journalière supérieure à 11 degrés. Bon, après, au mois de juin, ça va. Sauf qu'il faut savoir qu'il faut être très attentif. Dans une année qui est compliquée, il n'y a plus besoin forcément de pluie, mais si on a une présence et un inoculum et une présence de stage de mildiou sur feuille, une bonne rosée suffit pour pouvoir contaminer derrière, quoi. Il n'y a plus besoin de l'aspect physique d'une pluie pour pouvoir contaminer. Bon, ça c'était juste l'exemple, parce que c'est tout petit, ça rime pas à grand chose, mais bon, là on a tout ce qui est, bon là c'est l'exemple d'une station à Avise, hein, donc là on a les pluies, on a les températures moyennes, et on voit donc au mois de mai, tout ce qui est jaune, rouge ou orangé, c'était systématiquement des pluies contaminatrices. Et on a eu donc tout le mois de mai jusqu'à peu près la mi-juin des contaminations, hormis, bon ben là on a été une dizaine de jours à la limite tranquille, mais bon ça a été, bon la Côte des Blancs a été à la limite dans le secteur du risque mildiou jusqu'à la floraison. À la limite c'est pas forcément un bon exemple, parce que la Côte des Blancs s'en est pas trop mal sortie
dans la première partie de saison par rapport au milieu. Bon, ils avaient autre chose à gérer, hein, on avait l'Oïdium, donc chacun son truc, mais voilà quoi. Bon, je passe par rapport. Le gros phénomène qu'on a eu, bon là j'ai pris ces Vendières, mais de toute façon ça a été pour toutes les stations quasiment à la même date. On a eu fin juin et fin juillet, donc 3-4 jours, où là ça a été des gros soucis d'échaudage, en sachant que c'est la deuxième virée de fin juillet qui a fait le plus mal. D'accord ? Je me souviens à cette époque-là avoir vu un mois avant, 2 mois avant, à la télé, des vignes complètement rectifiées par l'échaudage dans les costières de Nîmes, où on voyait les gras plus les feuilles, et ça m'avait impressionné. Et bien écoutez, ces feuilles-là, on les a vues chez nous fin juillet. Alors, différents facteurs influençants, donc ça c'est sur notre réseau. Premier facteur, c'est la région. Principalement, les plus qui ont été touchés, c'est la Côte des Bars, c'est les Aubois, d'accord ? Sûrement aidé par le deuxième facteur qui était l'effet cépage, où ça a été le pinot noir qui a été le plus touché par rapport au meunier et au chardonnay. Et troisièmement, on a voulu, là je vais enfoncer des portes ouvertes, on a eu le sentiment, mais comme tout le monde, et c'est la logique, c'est d'avoir eu plus d'échaudage dans les vignes les moins vigoureuses. Logique, moins de feuilles, il y a moins de choses qui sont entre le soleil et les raisins, et ça crame beaucoup plus rapidement. On l'a donc confirmé. Nous, on a une particularité au sein du cabinet, c'est qu'on fait à peu près entre 8 et 10 000 mesures par an de N-Tester. C'est un appareil qui mesure, on va dire, l'indice chlorophyllien. Les agriculteurs connaissent bien ça. C'est un appareil qui pince des feuilles et qui donne un chiffre qui, en fin de compte, plus le chiffre est grand, et plus la feuille est foncée. Voilà, c'est la chlorophylle. Et les Suisses, dans les années 90, ont démontré une très bonne corrélation entre cet indice chlorophyllien et la statut azoté de la plante, au même titre que quand on fait une mesure quelques jours avant la vendange, les mêmes Suisses ont démontré une très bonne corrélation entre toujours ce statut, cet indice chlorophyllien, et le statut azoté des mous. Bon. Donc on l'a modélisé, on fait ça depuis 2006. On a une grosse base de données, et voilà, je vous dis, toutes nos parcelles qui sont visitées, dès qu'elles atteignent 4 à 5 feuilles étalées, il y a une mesure N-Tester, toujours dans le même rang. Donc je vous dis, on fait entre 8 et 10 000 mesures par an depuis 2006. Et par code couleur, pour faire simple, plus on va vers le bas, là, plus on va vers le foncé, plus la ligne est vigoureuse, et vous voyez que quels que soient les cépages, et si on fait le cépage tout confondu, plus la vigne est vigoureuse, ça c'est le pourcentage de perte de récolte, d'accord, dû à l'échaudage, et plus on va sur une vigne vigoureuse, et moins on a d'échaudage, moins on a de perte. Donc c'était, voilà, on enfonce une porte ouverte, puisque ça nous paraissait évident, hein, d'avoir plus d'échaudage dans des vignes non vigoureuses, mais en même temps on a pu le corréler par rapport à notre N-Tester. Donc ça, voilà quelques facteurs, en sachant que, mais aussi probablement, bien sûr, les traitements réalisés avant les fortes chaleurs, les doses de soufre utilisées, et aussi la présence de terpènes comme adjuvants, type héliosol, optiplus, héliosoufre, héliocuivre. Bon, bah, ça n'a pas dû arranger les choses. Donc, pour le futur, des précautions à prévoir en cas de forte chaleur, raisonner les traitements au-dessus de 30 degrés, moduler les doses de soufre et éviter les adjuvants. Voilà. Excusez-moi, si vous pensez des personnes qui effeuillent justement, est-ce que ça... Alors ça, je suis bien placé pour le savoir, parce qu'on fait partie des prescripteurs qui conseillent les feuillages précoces. D'accord ? Une face. Avant l'ouverture de la fermeture. Début d'oraison. Début d'oraison. Aucun problème. Aucun problème. Les gens, ça fait 3-4 ans qu'on le conseille.
très honnêtement, ça fait plutôt 2 ans que les gens nous suivent bien là-dessus. Certains ont un peu essayé, hein, il y a eu un peu la trouille, tout ça, ce que je comprends et tout. Cette année, ça a plutôt bien fonctionné dans le sens d'y aller. Et quelque part, j'étais content. Enfin, vous allez comprendre mon raisonnement, qu'il y a eu ça par rapport à essayer d'aller encore plus loin et de rassurer les gens. Et les gens qui avaient effeuillé pour la première année m'appelaient en disant « mais c'est super ton truc, écoute j'ai effeuillé, pas de problème, derrière les feuilles... » Donc voilà, quoi, à la limite sur le même rang, ils étaient presque plus rectifiés par l'échaudage face sud ou ouest, donc la face qui n'était pas effeuillée par rapport à la face effeuillée, puisqu'on effeuille une face, et on effeuille bien sûr la face est ou nord. Et de bonne heure, parce que l'intérêt de ça, c'est d'avoir un effet d'adaptation de la grappe au fur et à mesure de la chaleur. Hein. C'est comme nous, quand il faut qu'on s'adapte, sinon on prend vite fait un coup de soleil, voilà. Donc non, vraiment de ce côté-là, pas de souci. Si on fumait avec le fait que la feuille soit pas trop vigoureuse, il ne faut pas effeuiller dans ce cas-là. Ah bah oui, ça oui. De toute façon, les feuillages, il est quoi? Il est d'améliorer le microclimat de la grappe. Si déjà naturellement, par un phénomène de vigueur faible, vous avez une grappe qui est plus ou moins aérée, on reste... on bouge pas, quoi. Alors, la pression de l'oïdium, qu'est-ce qu'on peut dire? Une attaque précoce et rapidement intense. Les premières parcelles qui ont été touchées sur feuilles ont été autour du 17 mai. Ça veut dire quoi? Comme on connaît moins bien l'oïdium par rapport au mildiou, qu'est-ce qu'on fait? On recule grosso modo, on sait qu'une contamination c'est 3 semaines. Donc les premières tâches d'oïdium, on recule de 3 semaines et on dit bah voilà, grosso modo, la compta, elle a été autour du 25 avril. Oui, sauf que elle a été en théorie au 25 avril, mais quand après on a discuté avec nos confrères et au CIVC tous les vendredis quand on fait nos réunions prescription, ils nous ont quand même avoué à demi-mot que c'était autour du 15 avril la première compta. Donc c'est vrai que ça a été très précoce, et quand vous regardez la courbe rouge sur l'attaque de Chardonnay, où on voit que on a eu les premières sorties le 7 juin, ça, on est autour de la fleur, et dès que la fleur se passe, boum, on a une explosion de l'oïdium. Moi, je n'ai pas la prétention de savoir pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, quand je fais des observations derrière des poudrages, je ressors avec des yeux comme des limpins russes, et j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison. Le premier qui a été fait avant fleur n'a pas fonctionné. Je l'ai vu, j'ai vu du soufre poudre, du soufre fleur, il m'a rien fait. Je veux dire, j'étais... enfin bon, voilà, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un effet au niveau de la température qui a fait qu'il n'est pas passé en fusion et l'effet vapeur, puisque c'est ça qui m'intéresse sur le soufre fleur, c'est pas l'aspect préventif, à la limite je reste avec un soufre mouillable. Moi ce qui m'intéresse et qu'est-ce qui fait que le soufre fleur passe en curatif, c'est son effet vapeur. Hein. D'abord, voilà, il va partout dans le feuillage, l'effet vapeur, et il a cet effet curatif. Sur ce premier passage-là, il n'a pas fonctionné. Il a fonctionné, là oui, je l'ai vu, ça a commencé à me chatouiller et tout. Je ne sais pas combien de temps après, j'ai pu ça, je ne suis pas très bon dans les dates, moi 3 semaines après à peu près. Après fleur, il y a eu un deuxième passage, et là il a réellement fonctionné. Donc on a eu donc cette progression sur grappe à partir de la mi-juin jusqu'à la fin de la saison, fin juillet, début août, en sachant que quand on est revenu, c'est vrai, on serrait les fesses, on serrait tout ce qu'on pouvait avant notre dernière visite avant vendange, et on a plutôt été agréablement surpris. On n'a pas eu d'explosion comme on peut avoir ou quand on part en vacances, on quitte les vignes et ça s'est plutôt pas trop mal passé, puis on revient et pouf, là cette fois-ci ça s'est bien passé. Et donc en résumé, sur un développement rapide sur feuilles, les premières tâches, donc je vous disais, découverte en secteur à historique le 14 mai, 5-6 feuilles étalées, avec une contamination probable vers la 3e feuille, voire donc même bien avant, puisque je vous disais mi-avril pour certaines parcelles d'après le CIVC. Sur grappe, des symptômes qui restent modérés et qui n'augmentent pas au mois d'août,
Un dégât moyen, en tout cas sur notre réseau final, d'1,7% de perte de récolte des 3 cépages, bien sûr avec 3,2% sur chardonnay, 17% des chardonnays au-dessus de 5% et 3,5% de parcelles où on avait des dégâts supérieurs à 20%. Donc ça, c'est pas négligeable. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a cultivé des parcelles historiques pour 2020. Et donc, quid des barrages? Nous, on n'est pas... Il faut que je fasse attention parce qu'il y a quand même quelqu'un du CIVC là. Donc, non, c'est ma caractéristique d'être privé. Je ne suis pas obligé de suivre le mouvement des officiels, etc. Nous, on n'a pas du tout la caractéristique d'attendre aussi tard que demandent certains de nos confrères. Sur des lignes à historico-idiome, on démarre entre 3 et 5 feuilles étalées avec un soufre à demi-dose. Mais on ne démarrera pas de toute façon à cette feuille étalée, ça c'est clair et net. Mais ça fait déjà quelques années qu'on pratique, c'est pas nouveau pour nous. Rapidement, les autres observations, je l'ai dit, la pyrale toujours sous surveillance, les plus forts pourcentages sur la montagne de Reims et au nord, mais aussi la côte des Blancs, heureusement moins sensible à la pourriture. Bon, on va mettre quelques expérimentations réalisées sur Verzenay de traitement ou un bien placé, bon, on verra. Donc là, on est bien sûr sur 100% des pieds occupés, on est bien sûr sur des seuils de traitement, on ne fait pas n'importe quoi. Le ver de grappe, je l'ai dit, ils ont eu chaud. Les autres observations de la campagne, une pousse d'abord régulière mais lente à cause du froid, donc peu propice à l'expression des carences. Donc les chlorosphériques, ça a plutôt été des symptômes isolés. La carence en manganèse, plutôt des symptômes rares et surtout localisés, notamment dans les chardonnays. Et la magnésie, j'ai trouvé cette année une expression plutôt faible, soit causée par un rapport défavorable du rapport K sur Mg, ou alors par la présence de fer cal, et notamment quand je vois des fois dans une parcelle, pouf pouf, des pieds comme ça, par-ci par-là. 2 fois sur 3 ou 1 fois sur 2, peut-être, on ne va pas être prétentieux comme ça, mais 1 fois sur 2, quand je pose la question de l'entreplantation, comme par hasard, l'entreplantation, c'est du fer cal. Bon, c'est tout. C'est parce qu'on veut un porte-greffe vigoureux, pourquoi pas, mais c'est la raison d'avoir très ponctuellement des carences magnésiennes par le fer cal. J'ajoute d'ailleurs, pour cette raison du porte-greffe vigoureux, si le sol vous le permet et que vous n'êtes pas sur des sols chlorosants, je préfère beaucoup plus le 5BB que le fer cal. Vous n'aurez pas ce problème-là et vous aurez encore un porte-greffe encore plus vigoureux. Perspective pour 2020, ça c'est notre end-tester qui le parle. On a l'habitude de faire depuis 2007 les valeurs pleines fleurs. C'est pendant la fleur, on regarde nos valeurs et par rapport à nos modélisations, quand c'est vert, ça veut dire que la valeur est un peu excessive par rapport à ce que l'on veut. Le blanc, c'est ce qu'on recherche, et le jaune, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on veut vous dire là, c'est que 2019, on a eu une bonne offre azotée, ce qui voulait dire que, là, c'est facile à dire a posteriori, la fleur s'est bien passée, donc voilà, mais surtout, il ne faut pas oublier qu'avant fleur, pendant fleur et après fleur se passe une chose qui s'appelle l'initiation florale ou l'induction florale, c'est-à-dire qu'à cette période-là se fabrique le bourgeon à l'aisselle de votre pétiole et donc le bourgeon que vous êtes en train de laisser à la taille. Et à cette période-là déjà, N-1, ou l'année N, en parlant de 2019, on fabrique à la fois le bourgeon et le nombre de grappes. D'accord? C'est-à-dire qu'à l'heure où on se parle, le nombre de grappes, et même si on s'était parlé donc au mois de juillet, le nombre de grappes est figé. L'homme n'intervient plus sur la quantité de grappes, hormis bien sûr la quantité de bourgeons à l'hectare. L'homme pourra simplement jouer sur le poids des grappes et le nombre de baies. D'accord? Donc on a la naïveté de penser que, étant donné, en tout cas sur notre réseau moyenne, nous avons une offre azotée qui s'est plutôt bien comportée. On pense qu'on a eu une bonne initiation florale et on a la naïveté de penser, on se mouille un peu, qu'on devrait avoir une sortie de grappe qui devrait plutôt être pas trop mal. Je fais vite. Voilà. Donc bon, voilà pour le bilan en 2019. J'ai voulu aller vite pour justement évoquer ça parce que tous les jours au cabinet, nous avons plein de clients qui nous parlent, qui sont inquiets par rapport aux édentés riverains. Je vais vous donner 3-4 qui me paraissent les plus importantes.
Donc, viticulture, arboriculture, de toute façon, nous avons une zélénité riverain de 10 mètres. D'accord? Donc, ça sera dans toutes les homologations des produits, au même titre que les ZDT aquatiques où vous avez 5, 20, 50, et bien vous allez avoir maintenant donc une ZDT riverain qui est au minimum de 10 mètres, mais qui peut passer à 20 mètres si vous utilisez des produits ACMR. Folpel, Mancozeb, enfin tout ce qui est les produits qui sont classés CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Si vous utilisez des produits biocontrôle, soufre, confusion sexuelle, phosphonate, carbonate de potassium, etc., plus des produits dits naturels, tisane, là on pourra être à moins de 10 mètres. D'accord? Quid du cuivre? Si je joue réellement le législateur, je vais dire, ben, le cuivre il est comme les copains, puisqu'il n'est pas biocontrôle, il n'est pas produit naturel, sauf qu'il est, dans une catégorie annexe des biocontrôles, et a priori, donc si je fais vraiment monsieur l'homme de loi, je ne le mets pas dans les moins de 10 mètres. Mais a priori, même Sébastien d'ailleurs de Buisson l'annonce, il devrait être possible d'utiliser le cuivre et de mettre, si on fait un cuivre s'ouvre, je pense que c'est aussi dogmatisme. Dogmatisme, je ne sais pas si c'est un gros mot, mais je ne veux surtout pas m'attirer les foudres des bio, puisque c'est une grosse partie de nos clients, donc on ne va pas taper sur nos clients quand même. Mais je pense qu'il y a eu aussi peut-être la pression des bio de pouvoir dire, bah, écoutez, on fait un traitement bio et on passe à moins de 10 mètres. Donc a priori le cuivre sera une exception tout en n'étant pas ni produit naturel ni biocontrôle. Mais a priori, cuivre plus soufre, on devrait être en dessous et passer la barre des moins de 10 mètres. On a la possibilité de réduire la bande de 10 à 5 mètres, soit en utilisant des appareils de traitement qui sont déjà homologués dans les ZNT aquatiques, type Precijet, Polyjet, l'AS21, des Berthoud descendent face par face, donc là vous descendez à 5 mètres. D'adhérer à la charte du bon voisinage, hein, l'interprofession, la chambre agriculture, le CIVC, la FDS, enfin voilà, toutes les professionnels, le président des maires de la Marne, Franck Leroy, tout ça, ils ont signé une charte, qui est la charte du bon voisinage, où il y a 13, comment je pourrais pas recommandation, mais 13 points à respecter, et donc si vous respectez cette charte, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir réduire la bande de 10 à 5. On va aussi avoir la possibilité de réduire à 3 mètres. Pour l'instant, le décret n'est pas sorti, la liste officielle n'est pas encore définie, mais c'est fort probable, de toute façon je ne vois pas ça autrement, que ce soit avec des panneaux récupérateurs ou ce qu'on appelle la pulvérisation confinée. Mais pour l'instant, il n'existe, là je m'avance, mais ça va être comme ça, mais à l'heure où je vous parle, la liste n'est pas sortie, elle n'est pas officielle, elle n'est pas définie, mais voilà, on aura la possibilité de passer de 10 à 3 avec ce type de produit-là, mais nous n'avons encore pas cette homologation ou cette liste officielle. Bon voilà, ça ne m'avait pas été demandé par M. Millard, mais il me semblait... J'allais prendre 2-3 minutes, mais il me semblait important, à force d'avoir les coups de fil de nos clients tous les jours et nos clients prestataires inquiets par rapport à ça. Bon, ça me semblait un minimum, c'est une de vos préoccupations, puisqu'on annonce combien 1000, est-ce que j'exagère? Je me souviens plus, 1000 hectares en Champagne concernés par la ZNT riverain? C'est possible. C'est possible. Voilà. Bon, c'est tout. Merci.